Bonjour à tous. Alors, c'est parti. Donc, merci à tous d'être venus pour m'écouter. Donc, merci à l'orga de m'avoir accueilli et du coup d'avoir bien géré cet événement de manière exceptionnelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des standards d'accès aux API, donc notamment REST, gRPC, GraphQL et les webhooks. Bon, moi, c'est François. Donc, je suis développeur chez Ypon Technologies à Lille depuis 3 ans. Donc, je suis également donc, formateur, l'un des référents du blog Ypon. Et la nuit, je dev aussi sur l'open source et notamment sur Deepster, qui est un générateur de projets. Voilà, donc Ypon, ça fait 3 ans qu'on est à Lille, on a une agence à Lille, on en a une aussi pas très loin d'ici, donc à Montpellier, mais aussi à Toulouse. Donc si jamais ça vous intéresse, venez me voir à la fin, on peut en discuter. Alors pour commencer, un petit sondage, donc dans la salle, qui utilise REST en production? Waouh, quasiment tout le monde. Ok, qui utilise GraphQL en production? Ok, quand même, un tiers à peu près. Qui utilise les webhooks en production? Ok. Qui fait du gRPC en production? Là, ça devrait pas mal se... Ah, quand même. Ok, ça marche. Très bien. Bah, l'idée ici, c'est vraiment de voir ensemble comment, en fait, faire communiquer des acteurs sur un système d'information, sur un réseau, ou comment faire transiter des données finalement d'un point A vers un point B. Donc pour ça, je vous propose un petit historique en fait de la communication qui est en serveur. Donc l'idée, c'est en fait ici d'avoir un environnement, une architecture à travers un réseau pour faire communiquer justement, comme je vous le disais, des acteurs ou des process. Donc on va avoir des clients, des serveurs qui vont communiquer. Donc le client va demander des informations, des données. Donc faire des requêtes à un serveur, ensuite il va attendre et recevoir des réponses de ce serveur, de ses services. Et l'idée, du coup, c'est que le serveur va ouvrir une socket à la réception de la requête. Donc ensuite, il va la traiter, il va rendre et exposer un ou plusieurs services, donc des données, des comportements métiers, en général. Donc il y a différents protocoles pour cela, donc un TCP, UDP, donc en mode connecté ou déconnecté. Donc l'idée, c'est ici d'aller plus loin que de la communication TCP brute sur des segments TCP. Donc pour ça, en fait, on a besoin de protocoles de haut niveau pour faire communiquer les acteurs aujourd'hui sur des systèmes distribués modernes. Donc on parle aussi de IPC, donc Inter-Process Communication, notamment par exemple avec, je vais venir ensuite sur ma frise d'historique, on avait à l'époque par exemple Corba, qui est un peu un précurseur en la matière. Donc tout ça finalement, ça implique des besoins non fonctionnels, donc, notamment en termes de performance, de bande passante, de taille de l'information, de volumétrie. Alors, un petit historique, donc Back to the Future. Donc à l'origine, c'était un petit peu YOLO, donc chacun dans son entreprise faisait un petit peu à sa sauce. En fait, on parlait à l'époque de server host, user host, donc il n'y a pas forcément de standard à l'époque. Donc on a eu un petit peu un long désert jusqu'à la première explosion, donc le web, l'apparition du web en 91. Dans les années 90, on commençait à se développer certains standards, certains des protocoles, des technos en fait, pour communiquer sur des systèmes distribués. Donc on a notamment l'apparition de Corba, qui est un peu un précurseur en la matière, comme je le disais, pour faire communiquer des objets distribués sur un réseau. On a eu aussi du coup RMI, qui était plutôt dans le monde Java, donc quelques années après quasiment début de Java. Et bien sûr, on a eu le fameux SOAP en 98, qui a eu son heure de gloire, on va dire, dans les années 2000. Donc ensuite, dans les années 2000, est apparu REST, dans une thèse, donc je vais y revenir après. Donc le deuxième événement important, c'est dans les années 2000, l'apparition un petit peu le développement du web 2.0, des réseaux sociaux, donc les communications se sont accélérées, donc les choses ont un peu changé, donc c'est on va dire le deuxième jalon en fait dans l'historique. Donc ensuite, en 2007, un autre jalon important, l'apparition du premier smartphone avec l'iPhone en 2007. Donc le développement aussi des cloud providers, notamment avec GCP App Engine, AWS, du coup, qui est aussi un précurseur en 2006, je crois. Voilà, donc depuis, en fait, on a eu deux nouveaux challengers, donc avec GraphQL en 2015 et gRPC en 2018. Donc je vais revenir par la suite. Et donc aujourd'hui, on est ici, en 2022. Finalement, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est pas l'objet de ce talk, mais on peut se demander si effectivement il y aura des nouveaux standards à l'avenir. Et voilà. Donc ça, concrètement, c'est quoi? C'est un format, donc c'est une enveloppe en fait SOAP, un message au format XML. Donc il y avait pas mal d'inconvénients en fait au niveau de SOAP, notamment justement le format XML qui est un peu difficile à lire, un peu difficile à maintenir, qui pouvait en fait des fois être assez important, avoir des payloads assez importants. L'autre inconvénient, c'est qu'on avait besoin de namespace externe à maintenir. Donc ça impliquait aussi un besoin en bande passante plus important par rapport à REST. Donc malgré ça, c'est toujours encore utilisé
pas mal hein, dans certaines applications legacy, mais REST a quand même pris le pas, donc notamment à la fin des années 2000, au début des années 2010. Comme je vous le disais, on a eu aussi de nouveaux challengers, donc GraphQL par exemple en 2015, ou gRPC en 2018. Donc concrètement, donc ici, c'est un sondage en fait de Postman de 2021, donc qui est assez récent, sur un panel de quasiment 30 000 développeurs. Donc en bleu foncé, c'est les développeurs qui utilisent, qui adorent en fait Atheno. En bleu, ceux qui l'utilisent simplement. En jaune, ceux qui connaissent mais n'utilisent pas. Et en rouge, en orange, ceux qui en ont jamais entendu parler. Donc ce qu'on voit sur les cas techno en fait du talk, c'est que REST est utilisé un petit peu comme tout à l'heure dans le sondage, à peu près 95%. Donc ça prend quand même, c'est assez majoritaire. Ensuite, on a les webhooks qui viennent en deuxième position, à hauteur de 50% quand même, c'est quand même pas négligeable. C'est un peu étonnant, mais... Après, on a GraphQL, on confond à 30%, donc il y a quand même à peu près 30% des développeurs qui utilisent comme GraphQL, c'est un peu similaire comme dans la salle tout à l'heure. Et finalement, gRPC, ça peine à dépasser 10%, donc c'est encore un challenger qui, entre guillemets, doit faire ses preuves, on va dire, d'après l'étude. Alors, finalement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? Donc, vous l'avez reconnu, c'est Otis dans Astérix, Mission Cléopâtre, et Jamel. Donc, comme Otis, moi je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Alors, non, plus sérieusement, en fait, ici, vous savez que cette scène était improvisée. Donc ici, en fait, il n'y a pas d'improvisation. L'idée, c'est que, dans notre cas, en fait, nous va répondre à un besoin particulier. Donc, évitons l'impro. On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Ici, est-ce qu'on est vraiment toujours obligé de renoncer quand on va choisir? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, finalement, tout est question de compromis, de trade-off. L'idée, c'est vraiment de voir comment, en fait, garantir que des acteurs différents puissent communiquer en fait correctement sur un réseau, en fait sur un système distribué, sur des systèmes distribués pour répondre à une situation donnée. Donc pour ça, je vous propose, avant d'avancer plus loin, de voir un petit peu différentes typologies. Donc par rapport à la couche, enfin du coup, comment dire, aux couches du modèle OSI. Donc on a par exemple REST, ça va être une architecture plutôt. On verra tout à l'heure. GraphQL, c'est plutôt un langage basé sur une spécification. Les webhooks, ça va être une extension, une utilisation particulière du protocole HTTP. Et gRPC, donc c'est non pas une architecture et un langage, mais un framework. Donc lui qui est basé plutôt sur deux piliers, HTTP2 et RPC. Donc les trois premiers sont basés sur la couche application niveau 7, et gRPC sur la couche application et session pour la partie RPC. Alors, pour aller plus loin, donc il n'y a pas de démo, mais par contre, je vous propose un case study, donc un fil rouge, qui est en fait un extrait d'un SI e-commerce, donc avec un PIM, un Product Information Management, donc avec différents acteurs côté front, côté mobile. Donc on a un site e-commerce, une application mobile e-commerce, une application en magasin et une application d'encaissement. Donc ensuite, on a différentes API pour récupérer des produits, des prix, des stocks, des images et une marketplace ici qui permet de récupérer des produits, des informations de manière externe, donc de vendeurs tiers. Donc voyons ensemble comment câbler l'ensemble. Déjà, qu'est-ce que c'est une API? Donc une API, c'est Application Programming Interface. Donc c'est basé sur, il y a différents piliers pour définir une API. Déjà, ça repose justement, comme je vous l'ai montré avant, donc sur le paradigme de client-serveur. L'idée, c'est d'avoir une architecture avec une approche API-driven qui permet d'avoir différents types de clients. Donc ensuite, on va échanger des informations, des données, donc avec une représentation cible de la donnée qui doit être conforme à la source. Ensuite, donc les API aujourd'hui, donc les API modernes utilisent des standards, comme on va le voir, comme JSON, HTTP par exemple. Et enfin, donc les API ont leur propre cycle de vie, donc avec en général du versionning parfois, donc des équipes indépendantes et autonomes, et parfois de la living doc. Alors, en général, quand on parle d'API, tout à l'heure, on a vu, donc le sondage l'a montré, la question tout à l'heure, donc pas mal de monde fait des API en général en REST aujourd'hui, c'est assez courant, mais pas que. Alors, je ne vais pas trop m'attarder du coup sur le sujet, mais REST, en fait, c'est une architecture, comme je le disais, pour système distribué, donc pour faire communiquer facilement plusieurs acteurs répartis sur un réseau. Donc pour hypermédia, donc ça c'est vraiment tiré de la thèse de Roy Fielding de l'an 2000, qui est disponible en anglais sur le site de l'université d'époque. Donc l'idée c'est de, voilà, donc à hypermédia, pourquoi? En fait l'idée c'est de pouvoir fournir des liens de ressource à ressource. Donc ensuite, ici en fait ça peut être basé sur HTTP. Pourquoi ça peut être basé? Parce qu'à la base, dans la thèse de Roy Fielding, en fait il expliquait qu'on pouvait faire du REST sur d'autres protocoles, par exemple Gopher à l'époque, qui était assez populaire.
Alors, parmi les concepts clés, je ne vais pas encore une fois m'y attarder, mais on retrouve encore une fois la ressource qui est au cœur de REST. Donc, Roy Fielding disait que l'abstraction clé d'information en REST, c'est la ressource. Donc, je ne vais pas m'y attarder encore une fois, mais le deuxième concept important, c'est le verbe HTTP. Donc, bah, là, pareil, hein, vous connaissez, je pense, du coup. Le troisième concept important, c'est la représentation de la donnée. Donc concrètement, ça va être un format standard qui va permettre de représenter la donnée et de l'échanger sur le réseau. Donc en général, on a du JSON ou du HTML ou du raw text. Alors, pour faire du REST, il y a 5 contraintes architecturales. La première, du coup, encore une fois, c'est vraiment tiré de la thèse de Roy Fielding, hein, concrètement. Donc la première, du coup, c'est vraiment la communication client-serveur, comme je vous en ai parlé plus tôt. La deuxième qui est très importante, c'est que REST va être stateless, donc sans état. Donc l'idée, c'est qu'en fait, entre deux requêtes d'un client, il n'y a pas de conservation de l'état de la session sur le côté serveur. Le troisième pilier, la troisième contrainte, c'est la mise en cache, qui est native, notamment sur Get. Ensuite, on va avoir une interface uniforme. Ça, c'est un petit peu de l'URI qui va permettre d'identifier de manière unique la ressource sur notre API. Et enfin, donc, on parle de système en couche. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que chaque composant ne peut pas voir au-delà de la couche immédiate avec laquelle il interagit. Alors, vous reconnaissez peut-être cette petite pyramide. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle de maturité de Richardson, qui est dispo aussi sur le site de Martin Fowler. En général, aujourd'hui, quand on fait des API REST, on va rarement au-delà du niveau 2. Donc, en fait, on va créer des endpoints basés sur justement des ressources et des verbes HTTP, mais sans aller plus loin, sans tirer parti des hypermédias. Donc, quitte à faire des API REST, autant en fait, donc ça c'est la première idée, autant en tirer parti, exposer de la valeur business. L'idée ici, c'est d'être vraiment business-centrique, de se focaliser sur le métier. C'est vraiment le métier qui doit piloter REST et pas l'inverse. Donc, on doit répondre à un besoin métier avant tout. Bah pour ça, je vous invite à aller voir la conf de Julien Topsu qui est pas mal à ce sujet, qui permet de prolonger en fait cette idée-là. L'idée, c'est aussi d'éviter les API anémiques, justement, donc on va essayer d'exposer vraiment de la valeur métier. Pareil, on va aussi éviter d'exposer directement la base, donc quitte à faire sinon du Spring Data REST. Donc du coup, essayez d'utiliser, quand on fait du REST, plutôt des hypermédias, donc notamment basés sur ATOS. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir en fait en réponse des liens vers d'autres ressources et d'autres opérations. Donc si on prend un exemple en REST, ici je vais vouloir récupérer sur mon API H2G2 le personnage 42. Donc c'est lui, c'est Arthur Dent. Donc là on voit qu'en fait je récupère bien le personnage 42 Arthur Dent avec des liens. Donc ici c'est une façon de représenter en fait les liens et de faire des hypermédias. Il y a vraiment différentes façons de le faire, hein, avec notamment HAL, etc. Donc là, on voit que je récupère le personnage, mais aussi une opération que je peux faire suite à cet appel-là. Donc ici, je peux récupérer les messages de Arthur Dent. Alors, parmi les avantages de REST, comme je viens de vous le montrer, c'est surtout basé en fait sur les standards du web. Donc on l'a vu pour la représentation de la donnée avec JSON, sur HTTP, etc. Donc le gros avantage en corollaire, c'est qu'il y a un support accru sur les navigateurs, qui est universel. Donc c'est approprié pour beaucoup de cas d'utilisation. Comme on l'a vu dans la salle et aussi avec le sondage, c'est très connu par les développeurs. C'est en général mieux approprié pour tout ce qui est opération plutôt simple, on va dire, de type CRUD en général, même si derrière c'est important d'avoir un domaine justement qui, du coup, de part d'API anémique, hein, du coup, c'est pas incompatible. Et enfin, donc un gros pilier important, donc duquel il faut tirer avantage, c'est ATOS, donc les hypermédias. Les inconvénients, donc, de l'autre côté, c'est qu'on va avoir une tendance à l'over ou l'underfetching, donc c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à récupérer trop ou trop peu en fait d'informations. Du coup, ça oblige à faire un peu à jongler en fait entre les API pour récupérer les bonnes données. Donc, en corollaire, ça implique aussi qu'on va faire en général du 1 pour 1 et ça consomme aussi de la bande passante. Le protocole HTTP 1.1 aussi peut être parfois limité, donc on va le voir par rapport aux alternatives. Et aussi, du coup, JSON peut avoir tendance aussi à avoir parfois un payload dont la taille grossit pas mal. Alors, finalement, donc, pourquoi choisir REST? Donc, il y a plusieurs besoins pour cela. Donc, comme je vous le disais, donc, on a déjà un besoin de support sur les navigateurs web.
C'est intéressant quand on a besoin d'exposer des données ou des comportements métiers. Si jamais on a aussi de différentes équipes, par exemple avec un front-end qui est mis à jour plus rapidement que le back-end, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle du headless, donc ça peut être une motivation. Et enfin, comme je vous le disais, donc c'est en général utilisé pour faire plutôt des actions, on va dire simples, d'un point de vue client, CRUD-based. Donc les gros cas d'utilisation, bah, comme je vous le disais, c'est plutôt pour des applications resource-driven, pour des applications web, des mobiles, applications, et des microservices. Donc je ne vais pas trop m'y attarder. Alors finalement, si on revient un petit peu sur le case study, le SI e-commerce, donc ici, si on calme un peu l'ensemble, donc on voit que les différents acteurs font appel aux différentes API. C'est un petit peu une toile d'araignée, donc concrètement, la complexité elle est déportée sur les clients, donc ils n'appellent pas forcément plus les mêmes services. Du coup, c'est un petit peu complexe à gérer, la charge mentale est plutôt portée côté mobile et côté web. Donc est-ce que dans certains cas, on pourrait pas utiliser autre chose? Donc pour ça, je vous propose de voir un petit peu ce que propose gRPC. Alors, gRPC, pour faire un petit peu d'historique, donc ça vient de Google, qui à l'origine, en 2015, avait un besoin en fait, de faire des milliards d'opérations à la seconde. Donc concrètement, c'est un framework, comme je vous le disais, donc c'est pas une architecture, c'est pas non plus un langage. Donc à l'époque, ce framework s'appelait Stubby. Donc ensuite, Google l'a open sourcé en 2016. Donc c'est dispo hein, sur le GitHub, on peut aller voir le code, etc. On peut contribuer. Ça fait partie de la CNCF Foundation, donc aux côtés de Kubernetes notamment. Donc c'est un projet quand même qui est assez connu. Donc c'est basé notamment sur, donc c'est un framework finalement RPC, donc c'est basé sur les Remote Procedure Calls. Il y a différentes implémentations, donc les trois grosses c'est en Java, en Go et en C. Voilà. Alors, l'un des piliers importants de gRPC, en fait, gRPC se base pour le transport sur le protocole HTTP2, qui lui aussi vient des travaux de Google. Du coup, là, ça date déjà de 2009. À l'époque, ça s'appelait le protocole Speedy, donc, sur lequel Google a travaillé en interne pour ses propres besoins. Donc, depuis, c'était standardisé en 2015, donc il y a une RFC. Donc, au passage, HTTP3 a été standardisé officiellement aussi ce mois-ci, enfin du coup en juin, au passage. Donc ça, c'est bon à savoir. Bon, après, du coup, c'est pas le but du talk, mais c'est basé sur d'autres choses. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas être en fait dans un mode requête-réponse, mais plutôt, en fait, on va avoir des streams de paquets, donc des frames, qui vont être dans des formats spécifiques et avec des tailles données. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut faire du coup du multiplexing et qu'on n'a pas un seul mode de communication. Au passage, il faut savoir qu'il y a à peu près un peu moins de la moitié, en juin 2022, des sites qui utilisent HTTP2. Donc c'est encore pas très répandu, on va dire. Alors justement, les différents modes de communication. Donc ici, on retrouve le mode 1 pour 1 unary de HTTP 1.1. Donc c'est du requête-réponse tout simple. Et ce qu'apporte du coup HTTP2, c'est trois nouveaux modes de streaming. Donc client streaming, serveur streaming et bidirectional streaming. Donc là, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est un pilier important en fait HTTP2 pour le transport en gRPC. Le deuxième pilier, c'est plutôt pour concevoir, en fait, pour décrire nos messages et nos services, on va utiliser un IDL, donc un Interface Description Language. Donc pour vous donner une idée, si vous connaissez, du coup, par exemple en SOAP, on a le WSDL, qui est un IDL. Si vous faites du Kafka, il y a les schémas Avro qui permettent aussi de décrire justement des objets. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de... Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'interface est indépendante de l'implémentation. Et par rapport à du JSON qui peut être parfois lourd, ici, on va plutôt avoir du binaire derrière. Donc, voilà, donc ça va consommer moins de bande passante, les payloads vont être plus légers. Donc c'est en général plus proche de la représentation machine. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans des cas où on a peu de ressources, ça peut être un point fort. Alors ici, un petit exemple en fait, d'appel au client-serveur. Donc c'est tiré du site officiel de gRPC. Donc on voit qu'on a différents clients écrits dans différents langages. Et du coup un serveur gRPC qui va servir des commandeurs d'endpoints, différents endpoints. Donc on voit qu'il y a des requêtes proto et des réponses proto. Donc l'intérêt ici, c'est qu'on peut vraiment communiquer dans différents langages à travers proto et grâce à gRPC. Donc un petit exemple, je ne sais pas si c'est lisible. Donc ici, c'est un fichier proto. Donc ce que j'ai pas dit aussi avec protobuf, c'est que en fait, ça permet d'écrire des schémas. Donc avec des fichiers point proto. Donc ici, c'est un exemple de schéma qu'on va pouvoir décrire en protobuf, protocole buffer.
Donc on va pouvoir écrire, comme je vous le disais, des services et des messages. Donc ici, par exemple, donc on voit que c'est du RPC au passage, hein. On va pouvoir créer des to-do, par exemple, lire des to-do ou lire des to-do en streaming. Donc là, c'est du serveur streaming. On le voit ici avec le mot-clé streaming. Donc ensuite, on a des messages. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on peut en fait indexer les différents champs. Donc ici, ça, c'est des index, 1, 2. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on a des changements, on peut en fait venir ajouter des champs sans que ce soit cassé en fait assez facilement. Ça, c'est pas un souci. On peut aussi, si on veut, versionner finalement dans le nom du package. Ici, on aurait pu très bien avoir un V1 ou un V2 slash to-do package. Alors ensuite, grâce au compiler protobuf, on peut en fait on peut générer en fait le code du serveur et le code du client, mais on peut aussi le faire manuellement. Ici, je l'ai fait manuellement en JS. Donc ici, on a le serveur JS. Donc ici, l'idée, c'est que je vais récupérer le package que je viens de vous montrer. Ensuite, je vais ouvrir en fait je vais être à l'écoute sur le port 40 000, donc à l'écoute des requêtes du client que je vais vous montrer par la suite. Et ici, du coup, je vais ajouter mes services qui vont concrètement être en fait ici en JavaScript des simples fonctions. Donc là, par nom de place, je ne l'ai pas mis, mais c'est plus pour avoir l'idée. Donc ici, concrètement, mon endpoint, en fait, ça va être une fonction. Donc pour le create to do, par exemple. Côté serveur, donc là, je vais me connecter du coup sur le port que j'ai exposé sur localhost, donc 40 000. Ici, ne faites pas ça chez vous, mais c'est une connexion non sécurisée, bien sûr, on peut le faire en sécurisé, il n'y a pas de souci. C'est plus pour compacter le code. Donc ici, l'idée, je me connecte sur le serveur, simplement, et je vais faire appel à la méthode qui est définie côté serveur, donc create to do, en passant un payload, et gérer le retour du serveur. Voilà, donc pour comparer en fait un petit peu un appel CRUD côté REST et un appel, une action plus complexe côté RPC, côté gRPC, on voit qu'il y a déjà deux choses une chose qui saute aux yeux, c'est que d'un côté on est plutôt drivé par la ressource. Donc ici par exemple si je veux poster un message, ajouter un message sur l'utilisateur 501, je vais faire appel à la sous-ressource message. Si j'avais voulu faire la même chose côté gRPC, ici j'ai vraiment un endpoint qui va correspondre à par exemple une fonction sendUserMessage. Donc ici, je retrouve du coup mon 501 dans le payload et le message ici dans le payload aussi. Alors, parmi les avantages de gRPC, en fait, on va vraiment tirer parti des avantages des deux piliers que je vous ai présentés, donc HTTP2 pour le transport et protocole buffer pour la représentation des données. Donc ça va nous apporter de la rapidité, donc au niveau des performances, c'est intéressant. Au niveau de la légèreté des payloads aussi, c'est intéressant avec protobuf. Un autre point intéressant, c'est que si jamais on a des longues requêtes asynchrones, notamment en cas de long polling HTTP, il y a un feedback progressif qui peut se faire. Donc ça, c'est un point intéressant également. Par rapport à REST, c'est plutôt action-oriented, donc on peut faire des actions plus complexes, c'est basé sur des fonctions, des procédures. Et voilà, donc on peut faire des procédures plus complexes. De l'autre côté, en fait, on va avoir un contrat, un schéma à travers les fichiers .proto qu'on peut stocker sur des dépôts GitHub, par exemple, ou GitLab, peu importe. Et du coup, c'est pas fait forcément pour tout le monde. Donc ça, c'est un point à étudier quand on fait le choix. À l'inverse, protobuf, c'est un peu l'inconvénient de son avantage, c'est que du coup, c'est un peu plus compliqué à lire sur un réseau, vu que c'est donc en général, on peut utiliser Wireshark, par exemple, avec des extensions pour le faire. Donc c'est pas aussi facile qu'avec les web tools sur un navigateur. Ensuite, on l'a vu dans la salle, il y a quand même moins de monde qui l'utilise par rapport à REST. Donc en fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est plus complexe. Donc ça nécessite un petit peu de formation. Et enfin, donc, par rapport à REST, encore une fois, c'est pas encore prêt pour le web. Donc justement, si on compare REST et gRPC, donc on voit qu'il y a pas mal de différences. Donc notamment côté protocole, donc côté REST, on va avoir plutôt du HTTP1. Côté gRPC, donc l'un des piliers de gRPC, c'est HTTP2 pour le transport. Donc on l'a vu, il y aura différents modes de communication. On peut avoir des schémas des deux côtés. Côté REST, c'est pas vraiment natif. Il faut passer par des outils comme OpenAPI ou etc. pour pouvoir gérer des schémas. Au niveau des formats, ça va être du binaire avec protocole buffer côté gRPC. Côté REST, on va avoir différents types de formats, donc on a toute une flopée de formats. Le versionning, match nul, balle au centre, on peut en faire des deux côtés, il n'y a pas de problème. Côté, si vous voulez faire du bidirectionnel, de la communication bidirectionnelle du streaming, avantage côté gRPC, clairement, comme je vous l'ai montré, grâce à HTTP2.
Par contre, au niveau du support des navigateurs, là, du coup, avantage reste, puisqu'en fait, pour faire du web côté gRPC et avoir un support accru du côté des navigateurs, en fait, c'est possible, mais il faudra passer par gRPC Web et un proxy, mais en fait, on va perdre l'avantage puisqu'on va passer en fait en HTTP 1.1. Donc ça, c'est un peu dommage. Au niveau de la génération de code, au centre encore une fois, même si côté protobuf avec gRPC, on a un compilateur qui est natif à gRPC. Pareil pour la sécurité, on peut faire des connexions sécurisées des deux côtés, donc match nul, balle au centre. Alors finalement, pourquoi choisir gRPC? Il y a différents besoins, donc comme je vous l'ai montré, grâce aux avantages des deux piliers que sont HTTP2 et protocole buffer, donc on va pouvoir avoir un gain en performance, en rapidité. Au niveau des payloads, même si c'est compliqué à dire sur un réseau, en fait, on gagne en fait en taille, en fait, en espace. Du coup, en bande passante, c'est aussi intéressant. Le gros point aussi intéressant, c'est que grâce à HTTP2, on peut avoir des communications bilatérales et du streaming en temps réel. En cas d'action complexe et de procédure plus complexe, c'est aussi intéressant. Pourquoi pas gRPC, donc c'est pas basé sur la ressource, pour le coup. Donc, les cas d'utilisation principaux, c'est les microservices. De microservice à microservice, ça peut être un choix intéressant par rapport à REST. Donc, à essayer en tout cas, si vous l'avez jamais fait. Donc ensuite, pour tout ce qui est application ayant peu ou pas trop de ressources, type mobile ou IoT, c'est aussi intéressant puisqu'on a besoin d'avoir des payloads plus légers, enfin de consommer moins de bande passante, etc. Et enfin, pour tout ce qui est système, en fait, multilangage. Donc on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, avec différents langages, différents frameworks, etc. C'est intéressant dans ce cas-là aussi. Alors, si on revient sur une petite toile d'araignée, donc ici, il y a une chose qui va changer, soyez attentifs, ça va être ici. Donc, je peux remplacer les appels concrètement du mobile vers mes API de REST vers gRPC. Ça peut être intéressant, on va gagner aussi en efficacité en bande passante. Mais concrètement, on a toujours en fait notre toile d'araignée. Donc, comment on peut s'en sortir en fait pour essayer de démêler un petit peu ça? Donc, pour ça, je vous propose de parler un petit peu de GraphQL. Donc, GraphQL. Alors, contrairement à REST et à gRPC, donc c'est ni une architecture ni un framework. C'est vraiment un langage. Encore une fois, il y a une petite histoire derrière. Donc, en fait, ce qui s'est passé, tout à l'heure, je vous ai montré l'iPhone, le premier smartphone en 2007. Donc, suite à l'explosion d'utilisation des smartphones depuis lors, Facebook en fait s'est posé la question et a remis un petit peu en question les API REST qu'ils utilisaient en fait sur leurs applications mobiles. Ils ont eu un besoin d'applications natives et ils se sont rendus compte que les API REST seules n'étaient pas assez flexibles. Donc en fait, Facebook a commencé à bosser sur un projet GraphQL en interne, encore une fois, un peu comme Google avec gRPC. Et donc c'est de là que vient GraphQL, donc, qui a été créé en 2012 et open sourcé en 2015. Donc, comme gRPC, en fait, on peut très bien contribuer dessus, aller voir un petit peu ce qui s'y passe, etc. Faut savoir que c'est basé sur une spécification. Donc la spécification, elle est aussi libre, enfin ouverte en tout cas. Enfin libre, plutôt open sourcé que libre. Et du coup, donc c'est mis à dispo. Donc il faut savoir qu'en entrée, on aura du format GraphQL, donc des extensions GraphQL. En sortie, du JSON du coup. Donc ça peut être transporté sur HTTP POST. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un seul endpoint, donc slash GraphQL. Donc on peut faire du POST, on peut faire du GET aussi en passant en requête, la requête en paramètre. Pourquoi j'ai mis peu? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas forcément, on peut faire autre chose, on peut faire du RSocket par exemple. On peut faire du GraphQL over RSocket. Alors encore une fois, ça repose sur le paradigme client-serveur. Donc il y a des acteurs assez connus, notamment Apollo Server, qui permettent de faire du serveur du client côté, sur du GraphQL. Il y a aussi une version de Spring for GraphQL qui est sortie du coup récemment en version 1.0. Donc si jamais vous voulez tenter en Java, c'est possible. Alors les concepts clés, donc, qui viennent en fait de la spécification. Je ne vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux parce que ça va être trop long sinon. Donc la spécification définit vraiment des notions de base. Donc notamment au cœur de GraphQL, on a le schéma. Donc un point important, c'est qu'on peut faire de l'introspection. Donc ça permet d'avoir des API qui sont vraiment client-driven. Donc on peut découvrir en fait à la volée le schéma en fait, et donc se servir finalement dans ce qu'on a besoin côté client. Donc un autre point important, c'est le type. Donc il y a un typage statique fort, donc le type ici, c'est l'unité de base. Donc c'est intéressant notamment quand on a un client qui utilise un langage non typé.
Ça peut être un point intéressant. Les autres concepts importants, c'est les opérations. Donc on a 3 types d'opérations. On a de la lecture avec les queries, donc où là ça va être en parallèle. Et on a des mutations, donc le côté CUD, donc Create, Update, Delete. Donc là ça va être plutôt en série, donc un peu sous la forme d'une transaction, si on fait le parallèle. Et enfin on a un 3e type qui va être la subscription, qui permet de faire du streaming. Donc là, on se rapproche un petit peu de ce que fait gRPC, même si c'est pas tout à fait pareil, on peut quand même faire du streaming et recevoir des infos en continu. Donc ça, c'est un point qui démarque un petit peu GraphQL. Alors, il y a 3 grands patterns d'utilisation de GraphQL. Le plus connu et le plus répandu en général, c'est la composition, qui permet de faire des appels multiples en fait à différents acteurs. Donc ça peut être des bases de données, des API externes, etc. Et en fait, on peut composer en fait, ces appels-là à travers des résolvers pour récupérer finalement ce qui nous intéresse. Ensuite, on a 2 patterns qui sont un peu moins connus. Donc le proxy, qui va permettre en fait d'ajouter des features à une API qu'on pourrait appeler. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Et à l'inverse, le pattern de façade qui va permettre par exemple de ne récupérer que les opérations, que les informations dont on pourra avoir besoin. Donc ça peut être intéressant par exemple si on veut simplifier un appel à une API legacy ou voilà. Alors un petit exemple d'appel GraphQL. Donc ici c'est au format GraphQL, donc concrètement. On voit déjà qu'on peut mettre des commentaires, donc ça c'est intéressant. On voit que c'est relativement simple, la syntaxe en fait ça ressemble un petit peu à du JSON. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait donc ça, c'est côté client, on va créer une requête, donc, par exemple sur un front, en GraphQL. Donc ici, par exemple, pour récupérer des commandes avec des produits et un montant de la commande. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc le serveur GraphQL va recevoir la réponse, va vérifier la syntaxe déjà au format GraphQL, et va confronter en fait la requête, va vérifier l'adéquation avec le schéma qui est défini, donc qui est un contrat entre le client et le serveur. Et enfin, donc last but not least, en fait, le développeur, c'est là où il a vraiment un rôle à jouer, c'est dans l'écriture des résolvers. Donc un résolver, concrètement, côté serveur en GraphQL, à quoi ça sert? Ça permet d'associer une requête, enfin du coup une query, une mutation ou une subscription, à un appel à une source de données ou à plusieurs sources de données. Donc c'est là où on va pouvoir composer finalement des appels et servir la donnée. Donc c'est aussi à ce niveau-là, dans les résolvers, on va pouvoir en fait ajouter des aspects comme par exemple l'authentification. Alors, au niveau des avantages, donc déjà, c'est qu'on va pouvoir éviter l'over et l'underfetching qu'on a un petit peu en REST en GraphQL, en REST et en gRPC, pardon. Donc, du fait de la composition d'appels, notamment. Et donc ensuite, la composition, c'est justement l'un des points forts en corollaire du coup du premier point. Ça va permettre aussi, donc, du fait que GraphQL est client-driven, de limiter le périmètre client. Donc on va pouvoir avoir par exemple des BFF en GraphQL qui vont permettre d'être drivés par le client. Donc comme on l'a vu avant, en fait ici la requête c'est une documentation en fait. Donc ce qui est intéressant c'est qu'en GraphQL en fait quand on écrit une requête et nos fichiers en GraphQL, c'est en fait de la documentation Ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi différents langages qui sont supportés. Donc voilà. Dans Apollo Server, on peut faire ce qu'on appelle de l'opération registry, qui permet de récupérer en fait des formes de stats pour récupérer les nombres d'appels par client, pour voir un petit peu, ça permet de jauger un petit peu, et du coup de s'ajuster en fonction de ça. Ça, c'est un avantage. De l'autre côté, au niveau de la gestion des erreurs, c'est un peu plus compliqué. Du fait qu'on a un seul endpoint en fait et qui retourne 200, on va devoir aller parser en fait la réponse en JSON pour à la recherche des erreurs. Donc ça peut être un petit peu plus complexe à gérer par rapport à REST. Le upload et le download par contre il n'est pas natif, on peut en faire, mais c'est beaucoup moins facile que sur du REST par exemple. Du coup, le pendant du Most Languages Supported, ici, c'est qu'on va avoir du coup une plateforme égale une documentation. Donc, ça peut être parfois complexe à gérer en fonction de nos systèmes. Et un peu comme gRPC, la courbe d'apprentissage va être un peu plus complexe. C'est moins connu, il y a pas mal de concepts à quand même engranger au début. Donc, c'est pas forcément évident au début. Alors, un petit tableau comparatif entre les trois que je viens de vous présenter. Donc concrètement, les deux premiers sont plutôt server-driven, donc quand GraphQL est plutôt customer client-oriented,
Pareil, REST et gRPC, on aura plusieurs endpoints, quand côté gRPC, GraphQL, on n'en aura qu'un, comme je vous le disais à l'instant. Après, on a un petit peu des typologies différentes d'opérations, de part et d'autre. Au niveau des formats, voilà, donc ça encore une fois, c'est assez différent. Je ne vais pas m'y attarder parce que j'ai déjà présenté. Un point important, c'est que GraphQL permet aussi d'éviter l'overfetching et l'underfetching, comme je le disais, contrairement à REST et gRPC, donc pour synthétiser. Au niveau du versionning, par contre, GraphQL a pris le parti de ne pas gérer le versionning, en fait, donc, contrairement à REST et gRPC. Et après, on va dire les deux points faibles, on va dire, côté GraphQL, c'est plutôt au niveau du cache et de la sécurité. Pour ça, je vous invite à aller voir plutôt les talks alors, c'est Martin et Benoît de Apollo, qui ont fait un talk sur ça au DevFest Lille. Donc ça devrait être bientôt dispo sur la chaîne de l'événement. Donc vous pouvez aller voir, c'est assez intéressant pour se rendre compte de comment on peut l'utiliser en faisant de l'Apollo. Pour la sécurité, pareil, en fait, il y a des solutions comme Apollo qui permettent de gérer certains problèmes. Encore une fois, il y avait aussi un talk du coup à Archilocus que vous pouvez retrouver sur YouTube il y a un mois, qui en parle et qui explique comment éviter tout ça. Alors, dans quel cas choisir donc GraphQL? Donc, il y a différents besoins. Donc, déjà un contrôle accru sur la donnée, donc pour être plutôt user-centric, enfin client et customer-driven. Ensuite, quand on a vraiment beaucoup de sources de données, etc., ça peut être intéressant. Ou quand on a peu de ressources ou une bande passante limitée. Donc concrètement, les use cases, c'est plutôt pour des grosses applications type e-commerce, mais vraiment gros e-commerce. Pour des petites applications web, en fait, on n'a pas forcément besoin de faire du GraphQL, donc il faut aussi mesurer le besoin. Pour tout ce qui est application mobile, IoT, pareil, ça va être intéressant puisqu'on va limiter en fait ce qu'on va récupérer. Et enfin, un cas qui est un peu des fois oublié, c'est pour taper en fait pour utiliser des applications legacy. Ça peut être intéressant d'être dans le pattern proxy ou le pattern façade pour comment dire, appeler des vieilles API qui sont un peu moins maintenables et voilà. Donc si on revient sur la toile d'araignée, concrètement ici, il y a toujours une toile d'araignée, mais en fait ici ce qu'on a fait, c'est que ici on a introduit des backends for front-end, donc qui sont des serveurs GraphQL qui vont être appelés par les clients GraphQL au niveau des clients. Donc, du coup, la charge mentale est moins portée par les fronts. En général, ce qu'on a, c'est que les équipes sont les mêmes pour les BFF et pour les customers. Donc, il nous reste un petit appel ici entre une API produit pour récupérer des produits qui va récupérer en pool beaucoup de produits sur une marketplace de vendeurs tiers. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ça? Alors, concrètement, c'est là où interviennent les webhooks. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est les webhooks? Ça vient en fait d'un blog, donc d'un article de blog de 2007 de Jeff Lindsay. Donc concrètement, c'est pas un standard, donc c'est plutôt basé sur le protocole HTTP. L'idée ici, c'est d'avoir en fait d'autoriser en fait des utilisateurs, en général des développeurs. Donc on va leur mettre à disposition une liste d'événements, de types d'événements auxquels ils vont pouvoir souscrire, et ensuite recevoir des messages sur une URL de callback qui vont fournir au service. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi s'inscrire du coup ou se désinscrire. Donc il faut avoir à disposition des endpoints qui permettent de le faire. Et du coup, l'idée, c'est d'envoyer de la donnée, en fait, des payloads, en fait, en général légers, à travers HTTP post, vers une URL de callback en réponse à un type d'événement. Donc par exemple, nouveau produit. Donc là, j'ai pas trop le temps, je vais pas trop m'y attarder, mais en général, on peut facilement confondre WebSocket, Webhooks, ça ressemble. En général, le webhook, c'est plutôt unilatéral. Quand les WebSockets, c'est plutôt du two-ways, donc c'est plutôt du bilatéral. Après, on a aussi le SSE, etc. Mais j'ai pas trop le temps, donc je peux m'y attarder, pour le coup. Le point important ici, pour les webhooks, c'est vraiment qu'on va vouloir inverser le paradigme. Donc, en REST classique, par exemple, tout à l'heure, on a vu que sur la marketplace, depuis l'API produit, on fait des get toutes les 5 minutes, par exemple, pour récupérer des produits. Donc concrètement, des fois, pendant longtemps, il n'y a pas de nouveaux produits. Jusqu'à un jour, on reçoit un produit. Donc ça consomme vraiment beaucoup de bandes passantes, il y a beaucoup d'appels. Donc l'idée ici, c'est plutôt d'inverser ça. Donc c'est l'inversion de contrôle, c'est le principe d'Hollywood. Donc l'idée, c'est ne nous appelez pas, on va vous appeler. On parle aussi souvent de reverse API. Donc ici, on va plutôt être en push. Donc l'idée, c'est qu'un développeur va s'inscrire en fait à un événement nouveau produit sur la marketplace, ici, en spécifiant une URL de callback /products sur laquelle on va vouloir recevoir le nouveau produit.
Donc là, du coup, on n'a plus besoin de faire de pool. Ensuite, un petit peu plus tard, on a un vendeur tiers sur la marketplace qui va ajouter un nouveau produit. Donc il y a un événement de type nouveau produit qui va être généré. Ce qui va en fait, côté marketplace, en fait, il y aura un post qui va être fait sur l'URL qu'on a fourni plus tôt, avec le produit de tout à l'heure. Donc ça, c'est l'idée vraiment au cœur des webhooks. Si on prend un exemple concret, donc par exemple ici, donc là c'est un petit peu différent. On a un développeur qui va créer une application Slack avec, et activer les incoming webhooks. L'idée c'est qu'ici en fait Slack va nous fournir en fait une URL de callback sur laquelle nous on va pouvoir en fait par exemple poster des messages sur un canal. Donc par exemple en cas justement de nouveaux produits. Donc là ici nous à l'inverse si sur notre API produit on a un événement nouveau produit, on va pouvoir en fait poster un message sur l'URL que Slack nous a fourni. Donc concrètement, ça va être un simple post HTTP. Donc ici, on voit que ça, c'est une URL que nous a fourni Slack. Donc j'ai caché le secret volontairement, mais bien sûr, comme en fait l'URL contient un secret, c'est important d'avoir une gestion des secrets, par exemple sur Vault, ou de bien masquer le secret et de ne pas l'exposer, de ne pas le committer évidemment sur un dépôt public, ou même privé d'ailleurs. Donc là, on voit qu'on va pouvoir poster dans un canal, par exemple, j'ai ajouté un de vos produits. Alors, les avantages du coup des webhooks, c'est surtout qu'on va pouvoir inverser, faire du push plutôt que du pull. On va aussi pouvoir ouvrir nos systèmes en fait à l'extérieur. Donc, si par exemple l'extérieur ne peut pas faire du Kafka ou autre, ça peut être intéressant d'avoir un système de webhooks dans certains cas. L'inconvénient du coup, c'est qu'on va devoir avoir un système de subscription et de désinscription, donc pour les clients externes. Ça peut générer du bruit, donc un webhooks concrètement ça répond à un événement, donc il faut aussi gérer ça. Après il y a aussi une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais le serveur qui va recevoir le message est down en fait. Donc là il faut vraiment se poser la question, mettre en place un système de récupération des données, peut-être de retry, etc. Du coup ça implique qu'il y a moins de contrôle et qu'il faut faire attention au data flow. Alors, si on compare simplement juste REST avec les webhooks, donc on est d'un côté dans un paradigme de pool, on va tirer, et de l'autre côté, les webhooks, on va vraiment inverser le contrôle et faire du push. Donc c'est plutôt event-based vs request-based. Donc la communication, c'est plutôt unilatéral côté webhooks, donc on va être plutôt en temps réel, donc on va recevoir des messages en réaction à des événements. Et donc au niveau des verbes, en général, du coup, comme on va poster un payload, ça va être du post côté webhooks. Le format, en général, du JSON ou du XML, au pire. Et en général, les tailles des payloads sont plutôt légères côté webhooks. Alors, pourquoi choisir les webhooks? Mais justement, pour inverser ce paradigme de pull vers du push. On va vouloir aussi trier, lancer des actions ponctuelles en fonction des événements. Et aussi, donc, le point important, c'est dans les cas où on a besoin d'ouvrir en fait à l'extérieur du système. Donc les cas d'utilisation les plus importants, c'est justement cette synchronisation entre différents systèmes, mais aussi d'avoir des systèmes de notification type alerting ou simplement des messages d'information. Alors si on revient sur la toile d'araignée ici, soyez attentifs, ici en bas on va plutôt faire du push. Donc là on va souscrire en fait sur la marketplace pour recevoir des informations. Alors finalement, donc là, j'arrive à la fin. Est-ce que c'est une bonne situation ou pas? Donc, comme Otis, je dirais, ça dépend en fait, ça dépend des cas. Donc, on a vu qu'il y avait une diversité dans les modes de communication, une richesse en fait. Donc, c'est pas exclusif. On peut faire du REST, qui est une architecture stateless, du gRPC qui est un framework RPC, du GraphQL qui est plutôt un langage de requête, qui permet notamment de faire de la composition, ou des webhooks qui permettent d'inverser finalement le système de pull plutôt et de faire du push et de mettre à jour des systèmes. Donc en résumé, restez pragmatique. Les points importants, c'est vraiment de choisir aussi les bons outils en fonction des technos. Donc par exemple du GraphQL pour du GraphQL. Ensuite, comme GraphQL et gRPC sont notamment open sourcés, n'hésitez pas à vous baser sur les communautés, donc d'aller sur les GitHub, ouvrir des issues, etc. et contribuer. Encore une fois, comme je le disais, c'est pas exclusif, donc vous pouvez très bien en fait utiliser plusieurs technos à la fois, donc c'est pas du tout impossible. Donc ensuite, bien sûr, comme il y a une courbe d'apprentissage pour notamment GraphQL et gRPC, pensez à la formation interne et même externe. Bien sûr, du coup,
comme il y a des systèmes qui communiquent, c'est important de s'assurer que les systèmes communiquent bien entre eux et répondent bien aux paramètres en entrée. Donc, encore une fois, là, on parle plutôt de testing, hein, c'est pas l'objet du talk, mais c'est important de réfléchir à ça. Et last but not least, donc encore une fois, c'est très important d'aligner en fait les besoins métiers, les besoins fonctionnels business avec les technos qu'on va choisir. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse scanner le petit QR code ici pour faire un feedback si vous voulez. Et je suis dispo pour des questions tout de suite ou à la fin si vous voulez.